rapide rappel sur les règles du jeu. Votre participation active est essentielle. C'est un cours de développement personnel, donc c'est un cours qui vise à vous développer en tant qu'individu. Ce développement passe par l'expérience. Nous sommes vivants et nous faisons l'expérience de la vie, mais à travers le fait de le vivre, pas à travers le fait de le penser. On a vu que ça contribue, hein, mais c'est surtout de vivre et de s'impliquer. Donc, si vous voulez tirer tout le bénéfice de ce cours, il vous appartient d'être actif. Actif comment? En posant des questions si vous ne comprenez pas, en posant des questions si vous avez des questions, vous avez besoin de précision, en répondant aux questions, hein, toutes les questions que je vais vous poser, même si vous n'y répondez pas dans le chat ou verbalement, mais que vous fassiez l'effort de vous la poser et de chercher des réponses, même si vous n'avez pas de réponse. Hein, je vais poser des questions qui vont être difficiles et qui ne sont pas du tout évidentes. Donc, mais c'est très important que vous fassiez l'effort de vous la poser et de chercher vos réponses. Ce qui favorise considérablement la participation active, c'est d'être présent. D'être présent, ça veut dire d'être à l'écoute, d'être concentré et donc de ne pas être ailleurs, de ne pas être concentré sur autre chose. Je vous invite donc à éteindre vos téléphones portables. Pas les mettre en silencieux, pas les mettre en vibreur, parce que vous allez être distrait. Et vous allez avoir envie de regarder qui m'a envoyé un message, vous allez avoir envie de regarder telle ou telle notification. Donc, éteignez vos téléphones. Si vous étiez en cours, c'est ce que je vous demanderais de le faire, vous pourrez le rallumer à la pause, mais éteignez-le pour être totalement présent et bénéficier au maximum du temps qu'on va passer ensemble et en tirer le meilleur profit. On va revoir rapidement ce qu'on a vu pendant les 2 premiers cours. On est dans un cours de développement personnel, donc on s'est posé la question, le premier cours, de quoi parle-t-on quand on parle de développement personnel? Et on a clairement identifié qu'il s'agit de développer la personne, de se développer en tant qu'être humain, de se développer en tant qu'individu qui vit sur cette planète dans un environnement socio-culturel. Donc, c'est de ça dont on parle quand on parle de développement personnel. C'est l'être humain qu'on va développer. Ce n'est pas la personnalité. Développer sa personnalité ou faire changer sa personnalité va être une conséquence du fait de se développer en tant qu'être humain. Mais dans ce cours, on va parler et on va s'occuper du développement personnel en tant que du développement de l'individu, l'être humain. Ça nous amène à nous poser des questions fondamentales. Dans cette perspective, si je dois me développer en tant qu'être humain, la question essentielle de démarrage, c'est qui suis-je? Qui suis-je en tant qu'être humain? Qui suis-je réellement? Qui suis-je véritablement? Je pose ces questions sous ces 3 formes, avec qui suis-je réellement et qui suis-je véritablement, parce que vous allez voir que, vous avez vu déjà, hein, si vous avez suivi les 2 premiers cours, qu'on fait la distinction entre c'est quoi la réalité, c'est quoi la vérité. Donc, questions essentielles et qui vont être au cœur de toute la pratique, de tout le travail de développement personnel. À la racine, il y a ça. De ça et des réponses qu'on va donner à ça vont découler une multitude de choses, comme travailler sur certaines compétences, travailler sur certaines attitudes, sur certaines réactions, sur certaines zones sensibles, donc développer le lien à soi, le lien aux autres, la conscience de soi et la conscience des autres et de la relation. Donc il y a une multitude de choses qui vont découler, mais à la racine, c'est qui suis-je? Alors nous avons commencé à explorer cette question. Et nous avons commencé à explorer et à clarifier les définitions et les périmètres de ces questions, que nous allons revoir rapidement. On a proposé des réponses globales objectives, avec un modèle, les 4 cadrans, et on va, ça on ne l'a pas encore, mais on va proposer une démarche pour permettre à chacun de découvrir et de découvrir en 2 mots les réponses à ces questions. Pourquoi je l'écris en 2 mots? Parce que
qui suis-je? On l'est déjà. Il y a un paradoxe, on dit on va faire du développement personnel, mais ce qu'on est, on l'est. Est-ce que c'est quelque chose à développer? Est-ce que ce n'est pas plutôt quelque chose à révéler, à manifester, à libérer? En fait, c'est pour ça qu'on peut voir les choses comme on va se découvrir, on va découvrir qui l'on est, mais aussi on va découvrir, c'est-à-dire on va enlever la couverture, on va lever le voile sur qui nous sommes déjà et qui est masqué par un certain nombre de choses. Donc, nous allons voir ça dans les cours qui suivent. Alors, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est vrai? Qui suis-je réellement? Qui suis-je véritablement? En fait, on a vu une vidéo sur les illusions d'optique, on a vu une vidéo sur la façon dont fonctionne le cerveau, et effectivement, il y a la réalité, il y a la vérité. Ce sont deux choses on peut croire qu'on parle de la même chose, mais ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes mots. Le réel, ça va être le réel objectif, les objets. Là, dans cette image, c'est le cylindre. Et on peut voir le cylindre de différents points de vue. Selon que l'on se place dans l'axe, on va voir le cylindre comme un rond. Selon que l'on se place perpendiculairement à l'axe, on va voir le cylindre comme un carré. Celui qui voit le cylindre comme un rond, c'est vrai. La façon dont il se représente l'objet réel, c'est-à-dire sous forme de rond, c'est vrai, il a raison. Tout aussi raison que celui qui voit le cylindre comme un carré. C'est vrai aussi. Et donc, on a fait le point, on a revu les définitions. C'est quoi le réel? C'est quoi la vérité? Le réel, c'est qui appartient, voilà des définitions que je vous propose, qui sont un mix de plusieurs sources. Réel qui appartient à la nature, qui a lieu en tant que processus physique, qui existe d'une manière autonome, qui n'est pas le produit de la pensée. En gros, le réel, c'est quelque chose qui existe, qui se produit effectivement et qui n'est pas le produit de l'imagination. Qu'est-ce que la réalité? En fait, la réalité, ça peut avoir plusieurs sens, mais de façon simple, la réalité, c'est le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. On va voir, comme il y a plusieurs réalités, effectivement, il y a plusieurs réalités. Il y a la réalité objective, la réalité subjective. La réalité subjective, c'est celle qui appartient au sujet et c'est la réalité que chacun a à travers ce qu'il perçoit et ce qu'il se représente. Et cette réalité existe effectivement. Bon, réalité, caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Et la vérité, en fait, la vérité, c'est la correspondance entre une proposition et la réalité à laquelle cette proposition se réfère. Tout comme la proposition de l'objet que l'on voit est un rond, c'est vrai du point de vue de la personne qui se place dans l'axe du cylindre. Donc c'est vrai, cette proposition est vraie par rapport à l'objet dont elle parle, donc la proposition parle. Donc la vérité, ça appartient à la représentation, à la proposition, à la description qu'on va faire des choses. Donc ça appartient au monde des représentations, des explications. Pour trancher un débat qui existe depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires, sur le réel, sur l'existence du réel, je propose un postulat. Et ce postulat, c'est le réel existe, et il existe en dehors de soi. C'est-à-dire qu'il existe indépendamment de ce qui pourrait l'observer et le représenter. Voilà le postulat que je propose comme base pour ce cours par rapport à la définition ou par rapport au réel. Et nous avons vu ensemble qu'en fait, il y a trois réalités. Il y a trois réels, trois choses qui existent réellement. Il y a d'une part la réalité objective, attachée à l'objet, les choses. Donc, c'est une réalité objective qui existe indépendamment de ceux qui la regardent. Le cylindre existe en tant qu'objet, il a une réalité objective. Il va être vu d'un côté sous forme de carré,
par celui qui va l'observer et donc qui va se faire avoir sa réalité subjective attachée au sujet, ou par un autre qui va le voir sous forme de rond. Et donc la réalité subjective, la racine de subjectif, c'est le sujet, c'est la réalité qui est rattachée au sujet, qui va se représenter le réel. À l'image du tableau de Magritte, le tableau de Magritte qui représente une pipe, et qui pourtant, tel que c'est écrit sur le tableau, n'est pas une pipe. Ça représente une pipe, mais ce n'est pas une pipe. Dans le réel objectif, c'est un tableau, c'est une représentation. Ça représente une pipe, mais c'est un tableau. Voilà la distinction réalité subjective et réalité objective. Et il existe aussi une réalité intersubjective qui est constituée de l'ensemble, c'est les croyances partagées. Une réalité intersubjective n'existe que dans la mesure où un grand nombre de personnes partagent la même réalité subjective. C'est pour ça qu'elle est intersubjective. Et dans nos sociétés, la plupart des choses qui font fonctionner nos sociétés reposent sur cette réalité intersubjective. La plupart des choses qui font qu'on fonctionne en tant que communauté humaine, société, n'existent pas dans le réel. L'argent, la valeur de l'argent, ça n'existe pas. La valeur d'un billet de banque n'existe que dans le fait que tout le monde croit que ça a de la valeur et que grâce à ce billet de banque, on va pouvoir échanger des biens ou des services. La valeur intrinsèque du billet de banque, c'est un bout de papier qui n'a aucune valeur. Donc, le billet de banque a de la valeur dans la réalité intersubjective. Si des extraterrestres arrivaient sur Terre, il n'y a plus d'humains, ils voient des billets de banque partout. Pour eux, les billets de banque ne vont avoir pas de valeur autre que la valeur en tant que matière première, de papier, éventuellement d'encre. Pareil pour les pièces de monnaie. Ça ne va avoir que la valeur du métal. L'existence, ça existe en tant que métal, ça n'existe pas en tant qu'argent. C'est pareil pour les pays, c'est pareil pour les lois, c'est pareil pour les sociétés à responsabilité limitée. Toutes ces choses-là, et qui pourtant font fonctionner la société, existent dans un monde imaginaire. Et c'est une réalité. On le vit comme une réalité. Mais ça appartient à la réalité intersubjective. Donc voilà, très important de bien comprendre ces trois niveaux de réalité, objective, subjective et intersubjective. Donc l'objectif, attacher l'objet existence en soi, en tant qu'objet indépendant de la capacité de le percevoir ou de le décrire, ou de le représenter. Subjective, c'est une réalité attachée au sujet, n'existe qu'à travers un sujet aux capacités cognitives de représentation et d'abstraction. L'existence de la réalité subjective est en soi une réalité objective. Elle existe. La réalité subjective existe, elle est réelle, mais elle est subjective quand elle est rattachée au sujet. Intersubjective, croyance partagée par un grand nombre de sujets, et elle n'existe que dans la mesure où un nombre suffisant d'individus partagent les mêmes croyances, les mêmes représentations, et dont découlent des artefacts réels objectifs. Pour la monnaie, pour l'argent, et la valeur de l'argent, ce sont les pièces de monnaie, ce sont les billets de banque. Pour les pays, les nations, ce sont les drapeaux, ce sont les passeports. Pour les gouvernements, les sociétés, ce sont les institutions. Pour les pays, ce sont les frontières aussi, et les douanes. Donc, il y a des artefacts, c'est-à-dire des choses construites par les êtres humains. Elles constituent effectivement une réalité objective. On voit bien la barrière de la douane. Mais la frontière, elle, n'existe pas. Elle n'existe que parce que tous les êtres humains considèrent que, ah ben voilà, on se met d'accord sur là, d'un côté c'est tel pays, de l'autre côté c'est tel autre pays. C'est parce que tout le monde croit en ça que la frontière existe. Sinon, ça n'existe pas. Réalité intersubjective. Alors, question que nous nous sommes posées, c'est quel lien avons-nous avec le réel? Et la proposition qui est faite, c'est que je suis en lien avec le réel à travers les représentations que je me fais, représentations qui ne sont pas réelles. Et souvenez-vous, nous avons vu la vidéo de ce neuroscientifique qui explique comment nous représentons, en fait, lui, c'est plus fort que ça. Il dit comment nous hallucinons
Et comment en fait nous représentons les choses, le monde, à travers des prédictions, à travers la construction d'images qui sont fictives. Les choses n'ont pas de couleur, les objets n'ont pas de couleur, les photons n'ont pas de couleur. Nous percevons des signaux, nous sommes sensibles à notre environnement à travers nos sens, nous percevons donc des signaux au fond de notre rétine, et c'est décodé et ça génère des couleurs. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous percevons, tout ce que nous pensons, passe à travers ce mécanisme de représentation. Et donc nous sommes en lien avec le réel, le monde, et soi-même, à travers ce mécanisme de représentation, qui ne sont pas réels. Pourquoi elles ne sont pas réelles? Parce que de la même façon que le tableau de Magritte, qui représente une pipe, n'est pas une pipe, nos représentations ne sont pas les représentations que nous représentons. Elles ne sont que des représentations. Le tableau de Magritte, qui représente une pipe, c'est un tableau. La réalité du tableau de Magritte, qui représente une pipe, c'est un tableau. La réalité de nos représentations, c'est notre réalité subjective, qui n'est pas la réalité objective. Donc, c'est très important de faire la distinction entre les deux. Et donc, cette affirmation, je suis en lien avec le réel objectif, à travers les représentations subjectives que je me fais du monde et de moi-même, représentations qui ne sont pas réelles, c'est-à-dire qui ne relèvent pas du réel objectif. Alors, nous avons poursuivi nos définitions, nos clarifications sur ce dont on parle et sur le réel, et nous nous sommes posé la question, comment accéder au réel objectif? Et en fait, on n'accède jamais totalement au réel objectif, puisque de toute façon, notre lien au réel passe par ce système de représentation qui est subjectif et qui n'est pas le réel objectif. On ne peut se faire du réel objectif que des représentations, qui vont de toute façon être partielles, qui vont de toute façon être incomplètes, qui vont de toute façon être biaisées. Ça va être biaisé du point de vue duquel je me place. Le cylindre va toujours être un cylindre. Et je ne vais voir le cylindre, si je ne le vois que d'un côté, je ne vais le voir que sous forme de cercle ou que sous forme de carré. Donc, je peux faire un effort de faire le tour du cylindre et puis voir que d'un côté c'est un cercle, de l'autre côté c'est un carré. On peut faire le tour de plein de choses, et on peut aller être de plus en plus précis. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans les sciences pour comprendre le monde, comprendre les choses qui nous entourent, comprendre les phénomènes que l'on observe. On va aller de plus en plus précis dans ça. Mais on peut augmenter la précision sans jamais atteindre la totalité, sans jamais appréhender totalement ce qu'il en est. D'ailleurs, je vous avais posé la question au premier cours, quelle est la forme de la Terre? Et donc les premières réponses ont été, elle est ronde. Elle est ronde, ce qui est c'est une réponse. Et encore, ça, c'est une réponse du 21e siècle. Si on avait posé cette question il y a 5000 ans, il y a 10 000 ans, les gens auraient dit elle est plate. Parce qu'ils la voyaient plate. Ils regardent autour d'eux, c'est plat. Le relief mis à part. Donc, ok, ronde, mais même ronde, c'est pas tout à fait ça. D'abord, elle n'est pas ronde, elle est sphérique, puisqu'elle est en 3 dimensions. Et elle est sphérique, mais en fait, pas tout à fait, parce que ce n'est pas une vraie sphère. Hein, elle est un petit peu étirée au niveau de l'équateur et aplatie sur les pôles. Elle est légèrement ellipsoïdale. Et si on veut aller encore plus dans le détail, il y a le relief. Hein, on va de moins, je ne sais pas combien de milliers de mètres sous la Terre, et on monte à 8000, près de 8000, l'Everest, 8800 et quelques mètres. Donc, c'est pas une sphère. En fait, ça va dépendre du niveau de détail et jusqu'où on va aller pour décrire la chose, et on n'y arrive jamais, totalement. Donc, on accède au réel jamais totalement. Par contre, on peut s'en rapprocher. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on peut s'assurer que les représentations que nous faisons du réel objectif sont au plus proche de la réalité des phénomènes. Et comment on fait ça? En confrontant nos représentations subjectives à la réalité objective.
Et pour ça, une démarche qui permet de faire ça et qui est très efficace, c'est la démarche scientifique. Donc vous avez vu, on a vu une vidéo qui explique cette démarche, qui a parmi les principes de cette démarche, on établit un modèle, on fait des prédictions grâce au modèle. Donc un modèle, on se représente les choses, et là, en sciences physiques, on utilise beaucoup les mathématiques. On fait une prédiction qui va décrire le phénomène. Ensuite, on construit une expérience pour vérifier que ce qu'on a prédit correspond bien à la réalité du phénomène. On fait l'expérience, on observe l'expérience, on mesure et on vérifie que la mesure correspond à la prédiction. Si c'est le cas, ça vient valider le modèle jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait un phénomène qui vienne invalider, et auquel cas, soit on doit adapter, corriger le modèle, soit carrément en créer de nouveaux, ce qui a été le cas, des nouveaux, de révolutionner complètement, ce qui a été le cas quand on est passé de la mécanique classique de Newton à la mécanique relativiste de Einstein, où le modèle a été complètement révolutionné. Les concepts de masse, de force, pour Newton, l'attraction est une force, et c'est ce qui fait que les objets s'attirent en fonction de leur masse, ça génère une force, et ça a été complètement balayé par le nouveau modèle d'Einstein qui dit que non, les choses ne s'attirent pas à cause de la force. En fait, ils ont un mouvement qui dépend de la courbure de l'espace-temps dans lequel ils évoluent. Donc c'est un changement de paradigme complet. Donc oui, la démarche scientifique, on peut se représenter les choses, ça peut paraître vrai. Et puis on voit des choses qui ne marchent pas très bien. Mercure qui a un décalage dans sa courbure elliptique et de 43 secondes par siècle, d'après les calculs de Newton, on voit ce décalage, et les équations d'Einstein sont venues expliquer, et ce décalage n'existe plus quand on applique le modèle d'Einstein, et on voit bien qu'on a un nouveau modèle qui correspond à la réalité, à ce qu'on observe. Donc, comment aider le relais objectif? Par la méthode scientifique. Le réel. Nous avons vu 3 niveaux de réel. L'univers, on va considérer que l'univers, c'est tout ce qui existe, tout ce qui est, aussi bien ce qu'on voit que ce qu'on ne voit pas, aussi bien ce qui est accessible que ce qui ne l'est pas. Et on va donc distinguer dans cet univers 3 niveaux de réel. Le réel inaccessible, en dehors du domaine de l'univers observable. La frontière de l'univers, entre l'univers observable et l'univers accessible, elle est bien sûr pas la même entre il y a 3000 ans, il y a 500 ans, il y a 100 ans, il y a même 20 ans, même il y a 5 ans et aujourd'hui. Ça change constamment. Donc, il y a le réel inaccessible. Et dans le réel observable, dans l'univers observable, on va distinguer le réel connu et le réel inconnu. Le réel connu, c'est ce que l'on peut observer et dont les modèles de représentation qu'on a élaborés par rapport aux phénomènes que l'on a observés ont été validés suite à la confrontation au réel à travers l'expérimentation. Et puis, nous avons, donc là, dans ce registre-là, la théorie de la relativité et la mécanique quantique sont 2 exemples très forts qui ont été très éprouvés et qui ont été validés par l'expérimentation dans des précisions vertigineuses. On a 2 théories qui rendent bien compte du réel connu. Et puis on a le réel inconnu, c'est ce que l'on peut observer et dont les modèles de représentation n'ont pas été validés. Et du coup, ces modèles-là n'ont qu'un statut d'hypothèse avec un niveau de probabilité plus ou moins élevé. Et la théorie du Big Bang, qui est validée jusqu'à un certain point. L'expansion de l'univers, la façon dont les choses se sont mises en place, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on a des éléments de réalité qui viennent valider un certain nombre d'hypothèses, mais jusqu'au mur de Planck, en fait jusqu'à 380 000 ans après ce Big Bang hypothétique. Mais le Big Bang, ce moment de singularité qu'on a extrapolé, qui aurait été l'origine de quelque chose, ça c'est une hypothèse qui n'est pas à ce jour validée parce qu'on n'a pas les modèles théoriques qui nous permettent de pouvoir décrire et qui nous permettent de pouvoir monter des expériences. Et on n'a pas la technologie non plus pour reproduire ça, valider les théories.
Et donc, parmi ces théories, il y a la théorie des cordes, comme plein d'autres, qui essayent de concilier la théorie de la relativité, de la gravitation, et puis la mécanique quantique, qui sont inconciliables. Mais dans des situations où la gravité a une influence minime par rapport aux forces, les forces nucléaires faibles, fortes et électromagnétiques, et quand on est dans des conditions particulières très massives où là, la gravité n'est plus négligeable, ce qui est le cas du Big Bang, enfin de l'origine hypothétique de l'univers, là, il faut que les deux théories soient conciliées, elles sont inconciliables pour l'instant. Donc il y a des théories qui sont élaborées pour pouvoir les rendre compatibles. Mais ces théories n'ont à ce jour pas été validées. Donc, on a vu pour le réel objectif, maintenant, comment accéder au réel subjectif. Le réel subjectif, on y accède par le questionnement, puisque cette réalité est attachée au sujet. On ne peut accéder à cette réalité qu'à travers les questions qu'on va poser au sujet. Et on va pouvoir avoir des réponses, mais les réponses qu'on va avoir vont passer par notre filtre d'interprétation. Donc vraiment, accéder au réel subjectif, ça passe par ces deux étapes, le questionnement et l'interprétation. Et donc, qu'est-ce que je peux poser comme question? Comment te sens-tu? Que penses-tu? Que vois-tu? Qu'entends-tu? Qu'es-tu en train d'imaginer? Qu'est-ce que tu comprends? Des questions très importantes dans la communication. Voilà les clés pour accéder au réel objectif et au réel subjectif. Alors, on a aussi, et ça c'est très important, continuer à explorer, à préciser, à clarifier, à trouver des pistes de réponse aux questions. Qui suis-je? Que suis-je? Et on a eu une approche sur ce que nous sommes intérieurement et extérieurement, de façon objective extérieurement, de façon subjective intérieurement, et puis ce que nous sommes en lien avec notre environnement, aussi de façon objective et subjective. Et les réponses à ces questions, qui suis-je, que suis-je de façon objective, nous sommes un corps, un cerveau, des cellules, des phénomènes biologiques, des comportements. Voilà parmi les réponses à que suis-je, qui suis-je. Et là, c'est plutôt du que suis-je, parce que c'est objectif. De façon subjective, qui suis-je? Nous sommes ce que nous vivons à l'intérieur et comment nous le vivons. Donc nos sensations, nos émotions, nos pensées, nos intentions, notre mental, nos croyances, l'image qu'on a de soi-même et du monde. Voilà, de façon subjective, individuelle. Et nous sommes un animal social, donc nous vivons dans un environnement, et il y a aussi une réalité interobjective qui nous impacte et qui fait que nous sommes ce que nous sommes, qui contribue à la façon dont nous construisons. On n'est pas pareil, on ne se construit pas pareil en ayant évolué en Chine, en Russie, au Pérou, en Tunisie ou en Angleterre. Donc là aussi, on a des éléments qui vont nous permettre de répondre à la question qui suis-je, que suis-je. Et nous sommes influencés, construits par notre famille, le cadre social dans lequel on a évolué, les systèmes, les lois, les règles, les institutions, les communautés de toutes sortes, sportives, religieuses. Ça, c'est pour la partie interobjective. Et nous sommes aussi influencés par notre environnement de façon intersubjective. Ça nous construit. Et ça nous a construit, ça nous construit, ça va nous influencer de façon en adhérence ou en réactance, en adhérence ou en opposition à tout ça. Et on ne peut pas faire l'impasse de ces éléments. Pour répondre à la question qui suis-je, que suis-je, nous sommes aussi notre culture, les valeurs, les morales de notre intersubjectif, de notre environnement, les traditions, les croyances collectives, les religions. Alors, d'un point de vue intersubjectif, les religions, ça va être donc les croyances religieuses, et d'un point de vue, le pendant interobjectif des religions, ça va être les communautés, ça va être les églises, les temples, les mosquées, tous les artefacts. Et donc, voilà un modèle de représentation qui répond à cette question, qui suis-je? Ce qui me constitue, ce que je suis, ce que je manifeste, et nous sommes tout ça. En fait, ce que nous sommes en tant qu'individus, c'est quelque chose qu'on peut presque dire d'indéfinissable. Nous sommes ce que nous sommes.
Nous sommes cette singularité empirique, oui, dont nous faisons l'expérience empirique de notre existence, de notre propre existence. Nous sommes ce que nous sommes. Je suis ce que je suis. Et il y a une essence profonde qui fait que je suis ce que je suis et qui me singularise, qui me différencie de tout le reste dans le monde. Et donc, c'est ce qui est caractérisé par ce quelque chose à l'intérieur. Chose que je caractérise, moi, que j'appelle l'être essentiel, ce que nous sommes dans notre essence, l'être essentiel. Mais ce que nous sommes aussi toutes ces facettes objectives, subjectives, interobjectives, intersubjectives. Voilà tout ça, voilà ce modèle qui vous est proposé. Pour l'instant, pour clarifier un peu de ce dont on va parler, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel on va revenir après, parce qu'on va être beaucoup plus pragmatique. Là, on est un peu dans la théorie, là. Mais on va voir de façon un peu plus pragmatique comment faire pour se développer en tant qu'être humain, en tant qu'individu, pas d'un point de vue pratique, mais d'un point de vue pratique et pragmatique. Donc voilà ce modèle, mais qu'on va rapidement oublier en fait. Alors maintenant, on va aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment le résumé de ce qu'on a vu. C'est le résumé de ce qu'on a vu pendant les 2 premiers cours. Et allons plus loin. Et la question qui se pose maintenant, c'est comment sont produites mes représentations? Donc, je suis en lien avec le réel objectif, la réalité du monde et de moi-même, à travers les représentations subjectives que je me fais du monde et de moi-même. Représentations qui ne sont pas réelles, qui ne relèvent pas du réel objectif. Donc, puisque je suis en lien à travers ces représentations, une question, là, la prochaine question essentielle, fondamentale, c'est comment sont produites mes représentations? Et la question est ouverte. Qu'est-ce que vous répondriez à cette question?